Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Salut, c'est Marion, il est exactement 18h passé de 3 minutes et nous sommes en direct sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Je vous souhaite la bienvenue dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Tous les jours de 18h à 19h jusqu'au 21 juillet, je vous accompagne en direct de la station Namas Rio, rue Guillaume Puy dans le quartier de la Luna, où nos studios ont élu domicile le temps du festival. Tout au long de ce mois festif, en dehors de l'antenne, j'arpente les rues d'Avignon pour aller à la rencontre d'un maximum de personnes. Des spectateurs, des compagnies, des habitants avignonnais et bien d'autres. En guise de véritable studio ambulant, je tends mon micro à qui souhaite s'exprimer. Donner la parole pour recueillir les avis, les impressions et partager les émotions suscitées par tous les superbes spectacles à découvrir est ma mission. Ainsi, je vous partage par le biais de cette émission l'ambiance des rues d'Avignon en plein festival. Et si vous nous croisez mon micro et moi, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous partager ce qui vous fait plaisir. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pour revenir au contenu de cette émission, je vous partage chaque jour mes échanges avec les personnes rencontrées dans les rues d'Avignon. On s'écoute un peu de musique et je reçois des invités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, Thierry Bismuth, qui est metteur en scène et du spectacle Tous chômeurs. Bonjour Thierry, comment ça va ? Bonjour Marion, je suis ravi d'être là. Moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Alors, tu viens nous présenter le spectacle Tous chômeurs qui se joue à 14h25 au Théâtre de l'Ange jusqu'au 21 juillet et ce, sans relâche. Oui, alors... Tous chômeurs avec un point d'interrogation et ça a son importance, on va en parler. Tout à fait. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce spectacle, nous présenter de quoi il parle ? Oui, bien sûr. Alors, Tous chômeurs d'abord, c'est un spectacle qui ne dit pas ce qu'il suggère, c'est-à-dire que évidemment, quand on en parle avec les spectateurs, la plupart d'entre eux s'attendent à ce qu'on leur explique qu'on sera tous chômeurs dans quelques années. Or, ce spectacle, il dit littéralement l'inverse. Il explique comment et pourquoi les métiers vont, pour certains, disparaître, d'autres se créer. C'est la destruction créatrice normale, mais surtout s'adapter. Et ce qu'on explique dans ce spectacle, c'est pas l'espèce de destin déjà affiché d'humains qui seraient au chômage pendant que les robots auraient pris leur place, parce que c'est souvent ce que les gens dans les rues nous racontent. Au contraire, on raconte comment l'humain va transformer chacun des métiers qui sont les leurs aujourd'hui pour s'adapter aux évolutions. Il y a la technologie, il y a les changements de mentalité des jeunes, il y a le télétravail, il y a beaucoup de choses qui impactent l'avenir de l'emploi avec un grand E et des emplois. Et on explique comment ces emplois ne vont pas disparaître, on ne sera pas tous chômeurs, d'où le point d'interrogation, mais comment justement les gens, les métiers vont s'adapter à l'usage des technologies et aux nouveaux usages. Alors ça fait beaucoup de métiers quand même à revoir. Comment est-ce que, parce que j'imagine qu'on n'a pas le temps sur un spectacle, surtout à Avignon, où on nous laisse rarement le temps de faire des spectacles de 2-3 heures, mis à part au IN. Comment est-ce que ces métiers ont pu être finalement choisis pour être... D'abord, il faut dire que Tous chômeurs, la troupe, ce ne sont pas des comédiens. Nous sommes un cabinet de recrutement, on s'appelle Odyssée RH. Moi, j'ai créé ce cabinet il y a maintenant 15 ans et nous sommes 200 consultants au niveau national. Et on fait des conférences toute l'année auprès de nos clients qui nous demandent comment les métiers vont évoluer, ce que veut dire la marque employeur, ce que c'est que la culture d'entreprise, comment on attire des talents en période de pénurie comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, on travaille toute l'année, nous, à attirer les talents et à anticiper les tendances de marché. Alors, il faut nous imaginer avec costard-cravate, c'est sûr que c'est un peu différent de l'ambiance d'Avignon, mais de manière très, très sérieuse. On travaille toute l'année à anticiper les évolutions du marché du travail, les évolutions du métier, et on en fait, entre autres, des conférences. Et j'ai demandé à mes consultants, il y a maintenant une petite année, et on est 200, donc ça laissait de la matière grise, et je leur ai demandé de réfléchir à leur vision de l'entreprise d'aujourd'hui et de demain. Chacun d'entre eux a travaillé là-dessus, a produit du contenu personnel, des textes, alors qui sont pour certains dramatiques et pour d'autres très drôles, qui sont parfois des sketchs, parfois des monologues. Et on a synthétisé ce travail pour en faire Tous chômeurs. Donc Tous chômeurs, c'est vraiment la multiplication, plus que l'addition, la multiplication de la réflexion de professionnels du recrutement qui produisent leur vision de l'avenir de l'emploi et de l'entreprise dans la société et qui, je leur ai dit attention, Avignon, faut faire rire, et qui du coup, effectivement, sont sortis de leur rôle de conférencier, de professionnels, pour devenir des comédiens d'un jour ou d'un festival. Alors, ça ne répond pas à ta question, c'est-à-dire comment est-ce qu'on balaye l'ensemble des métiers sur seulement 1 heure ?
parce que ça dure 1 heure. Alors, il nous a fallu choisir des métiers. Il y a des métiers qui se parlent entre eux. Donc, on a pris quelques grands métiers. On a pris le médecin, on a pris l'avocat, le banquier, le professeur des écoles, le vendeur, le mécanicien. On a pris des métiers qui se parlent entre eux et notamment des métiers qui peuvent faire écho à d'autres. Par exemple, lorsque je représente un mécanicien qui réparait des voitures en 2024 et qui monte sur scène en 2034 aujourd'hui et qui raconte comment son métier a évolué entre 2024 et 2034, bien évidemment, il fait écho à l'ensemble des métiers manuels dont on a une image en 2024 qui est un peu meilleure que celle qu'on avait en 2014, mais qui n'est pas encore, et qui probablement aura beaucoup changé en 2034 parce qu'évidemment, ils auront pris leur place. Et donc, c'est vrai pour celui-ci et c'est vrai pour d'autres. Quand on représente par exemple un médecin, en fait, c'est l'ensemble des professionnels de santé dont, à travers un petit sketch de 5 ou 7 minutes, on raconte ce qu'on pense être l'évolution à venir. Alors voilà, ce ne sont que 10 métiers sur l'ensemble des métiers possibles, mais en fait, ils font écho dans le public à beaucoup d'autres métiers. C'est les métiers qu'on pourrait dire les métiers types ou un peu plus les plus vus, pareil dans les imagiers pour enfants, oui. Les petits livres pour enfants, il y a aussi ces métiers qui sont présentés. Il y a toujours des métiers un peu types. Alors, on n'a pas pris les pompiers, les astronautes et tous ces métiers qu'on trouve parfois dans les imagiers. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre quand même les métiers qui représentent le plus d'emplois en France. D'accord. C'est pour ça que je parlais des métiers de la santé, que je parlais des métiers de la vente, de la banque. On a regardé d'abord ceux qui représentent le plus d'emplois en France et ceux qui, a priori, dans l'esprit des gens, pourraient être le plus impactés. Il y a des métiers qui sont très épargnés. Et donc ceci, je pense que quand on prédit l'avenir de ces métiers-là, finalement, ça a peut-être moins d'intérêt pour les gens qui s'y intéressent. En revanche, il y a des métiers qu'on pense être très très impactés, ils le seront, et c'est ceux-là qu'on a voulu présenter. Alors on va en parler dans quelques instants, mais avant tout, comment cette idée t'est venue ? Moi, je trouve ça génial comme initiative, mais d'où c'est parti ? Alors d'abord, c'est la deuxième initiative parce que on a joué il y a 2 ans au Théâtre des Étoiles une autre pièce qui s'appelait On vous rappellera et qui elle aussi a cette vocation-là. On vous rappellera, c'est une pièce qu'on joue encore, on l'a jouée plus d'une 50aine de fois depuis 2022, date à laquelle on est venu la jouer au Festival d'Avignon. Et c'est une pièce qui raconte les turpitudes d'une entreprise qui a des difficultés à recruter, qui présente le manager toxique, l'ARH à bout de souffle, le candidat prêt à tout, celui qui est, entre guillemets bien sûr, pour ceux qui ne nous voient pas, trop vieux pour le poste. On raconte comme ça la vie d'une entreprise et de son service recrutement et à travers chacune de ces scènes, on forme les spectateurs, qu'ils soient candidats ou recruteurs, aux bonnes pratiques. Et donc, Tous chômeurs vient dans cette logique, c'est-à-dire qu'on a l'habitude depuis maintenant des années et des années d'intervenir en entreprise en mode conférence ou en mode formation pour accompagner les maturités des recruteurs. Et on s'est rendu compte il y a déjà des années que bon, les formations, les PowerPoint, c'est super, mais ça n'impacte pas les gens. On sait que pour impacter, il faut émouvoir. Pour émouvoir, il faut faire rire ou pleurer. Et donc, on s'est dit il y a déjà des années que si on voulait impacter nos interlocuteurs, il fallait pouvoir les émouvoir autrement qu'avec des slides PowerPoint. Et c'est pour ça qu'on s'est amusé il y a déjà 2 ans à écrire la vie d'une entreprise, on vous rappellera, qui raconte cette entreprise et qui forme les recruteurs, et qu'aujourd'hui, on veut aider, cette fois-ci, non pas les recruteurs, mais tous les actifs, j'allais dire les candidats, mais on n'est pas candidat, on est actif en fait, actif en activité ou pas, mais on est actif, tous les gens, à anticiper, à ne pas avoir peur et à pouvoir prévoir un peu les évolutions de leur métier au pluriel. On espère aussi que, s'inspirant de ce qu'on explique dans cette pièce, ceux dont les métiers ne sont pas évoqués, par ricochet, pourront anticiper les leurs. Alors, oui, c'est super intéressant et je te remercie d'être là pour en parler justement aujourd'hui. En plus, tous nos auditeurs pourront se sentir concernés par cela. Tu parlais comme ça de métiers qui vont être plus impactés que d'autres. Est-ce qu'on peut en parler déjà un peu plus au micro ou ça risque de spoiler ? Non, aucun problème. Je vais d'ailleurs évoquer notamment des métiers qui ne sont pas évoqués dans le spectacle. Parce qu'évidemment, nous, les études que nous menons, elles dépassent largement la dizaine de métiers. Bien sûr. Prenons par exemple radiologue. On sait déjà qu'aux États-Unis, les intelligences artificielles qui étudient les radios de radiologie font beaucoup moins d'erreurs, entre 4 et 10 fois moins d'erreurs que les humains, que les radiologues diplômés. Ah ouais. et on va même plus loin. Quand on met une IA, une intelligence artificielle, en assistance d'un radiologue, on pourrait penser que du coup, la compétence de l'humain additionnée à la compétence de l'IA ferait des merveilles. C'est l'inverse qu'il se passe. Parce que l'humain faisant des erreurs et ne faisant pas confiance à l'IA, on a plus d'erreurs quand on a une IA plus un radiologue que lorsqu'on a une IA toute seule. Alors dit comme ça peut faire peur parce que aujourd'hui beaucoup de gens en plus ont peur de l'IA. Ils se disent mais mince, qu'est-ce que va devenir demain avec ces nouvelles technologies ? Est-ce qu'on est voué à disparaître ? Est-ce qu'on est voué à ne plus servir à rien ? Et d'ailleurs j'ai vu quelque chose qui était assez rigolo. Je sais plus comment c'était formulé, beaucoup mieux que ce que je vais sûrement le dire, mais enfin comment je vais le dire. Mais c'est que normalement l'IA ou en tout cas toutes ces technologies qu'on développe, elles sont censées être à notre service pour nous faciliter le quotidien. Et finalement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que
certaines technologies ont un rôle très important, alors que nous en tant qu'humains, nous finissons par faire les tâches un peu fastidieuses, embêtantes, et que toutes les belles choses à mettre en place, qui demandent de l'intelligence, qui demandent de la créativité, finalement, on le délègue à ces nouvelles technologies qui finissent par le faire mieux que nous. Si tu n'avais pas déjà vu la pièce, je te dirais que tu es en train de la spoiler. Alors, je vais te donner quelques chiffres, effectivement, alors évidemment, je vais continuer de te faire peur, et puis après, je te rassurerai. Le créateur de Siri d'Apple, a annoncé l'année dernière que dans moins de 10 ans, l'intelligence artificielle serait 1 million de fois plus intelligente que l'homme. 1 million de fois dans 10 ans. C'est pas un touriste qui raconte ça, c'est le créateur de Siri qui dit au rythme où vont les choses, l'intelligence artificielle sera 1 million de fois plus intelligente que l'homme dans 10 ans. C'est embêtant à plus d'un titre, et notamment parce que dans le chemin vers cette intelligence globale, alors ça fait pas très théâtre tout ça, mais on va revenir sur l'aspect théâtre ensuite. Mais c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi le propos de cette pièce, c'est aussi de faire réfléchir là-dessus, avec humour, mais sur le chemin de l'intelligence globale, dans les 10 ans, il est à peu près certain, tous les spécialistes le disent, que l'intelligence artificielle développera une forme de conscience. Et ça, c'est embêtant, parce qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la vie sur Terre une conscience plus intelligente que les autres qui n'ait pas fini par prendre le pas sur elle. Tout à fait. Et donc évidemment, la question que tu poses, elle est de se dire, on pensait avoir un excellent esclave, est-ce qu'on n'est pas en train de le devenir ? Ce qui est évident, c'est que cet esclave, l'intelligence artificielle, est déjà aussi intelligente que nous, c'est dit. Puisqu'en 2025, ChatGPT 5 qui va sortir aura un niveau de doctorat. Et donc, elle sera très très vite bien plus intelligente que nous, cette intelligence artificielle. Ce sera donc un esclave plus intelligent que nous, qui, chemin faisant, pourrait développer une forme de conscience qui pourrait lui donner des objectifs, j'allais dire personnels, c'est dire, mais en tout qui cas, lui sont propres en tout cas. et qui pourrait effectivement. Donc effectivement, tu as raison de dire que de ce point de vue-là, l'IA pourrait faire peur. Bon. Et c'est d'ailleurs. Parce que jusqu'à présent, rappelons-le, c'est ce qui nous différenciait et c'est ce à quoi on s'accrochait pour se rassurer, c'était de se dire bon, l'intelligence artificielle, ok, elle fait des miracles sur plein de choses, elle est beaucoup plus rapide que nous pour calculer, pour faire un tas de choses. Néanmoins, elle n'a pas de conscience propre. Et on se rassurait avec ça en se disant bon, elle restera toujours notre esclave à notre service, étant donné que nous sommes le créateur de tout ça. Donc nous lui avons appris à apprendre. Néanmoins, elle ne s'est pas élaborée par elle-même. On veut des esclaves. Une intention. On veut des esclaves. Et là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que bien sûr, d'ailleurs, ça sera le cas. C'est pour ça qu'Elon Musk a demandé une pause, vous l'avez peut-être vu, il a demandé une pause dans le développement de l'IA, c'est sa crainte et Dieu sait qu'il est bien informé. Mais ce qui est intéressant de retenir maintenant qu'on s'est fait peur, c'est évidemment toutes les opportunités. On s'est rendu compte par exemple, vous savez peut-être que une intelligence artificielle a développé un nouvel antibiotique il y a 6 mois. Ça faisait 50 ans qu'on n'en avait pas créé un. Et l'IA l'a développé en quelques mois seulement. Et dans beaucoup d'autres domaines, l'IA va repousser les limites de la mort, disons-le très clairement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vaincre la mort comme le disait Google, mais elle va repousser les limites de la mort. Puis elle va aussi repousser beaucoup d'autres limites qui font notre quotidien. Par exemple, l'un des personnage que j'interprète est un professeur qui vient se présenter en 2034 et qui raconte ce qui lui est arrivé entre 2024 et 2034. Et il raconte notamment que le robot, l'intelligence artificielle, est un bien meilleur, alors en l'occurrence c'est un professeur de physique, parlons de lui, est un bien meilleur professeur de physique que lui. Pourquoi ? Parce que cette intelligence artificielle, elle connaît tous les ouvrages de tous les plus grands physiciens du monde, et c'est vrai. Et donc elle est bien meilleur physicien que lui, eût-il un doctorat. Néanmoins, cette intelligence artificielle, elle est un excellent professeur, mais elle ne sait pas créer l'envie chez les candidats, chez les apprenants. Elle ne sait pas susciter la motivation. Elle ne sait pas créer d'émotion chez eux. Et donc le professeur qui était un sachant devient un empathe. C'est quelqu'un qui devient, avec son socle scientifique bien sûr, mais il devient un spécialiste de la relation humaine avec ses élèves. Et c'est de ça dont on a besoin dans l'éducation aujourd'hui. On a besoin que les professeurs dégagent du temps pour accorder un temps individuel, non pas pour transmettre du savoir, les outils sauront le faire et savent déjà le faire. Et sauront de mieux en mieux le faire parce qu'eux pourront s'adapter à chaque élève, ce que ne peut pas faire un prof. En revanche, on aura besoin d'un temps individualisé avec chaque élève pour lui donner envie. Et le métier de professeur, en tout cas la projection qu'on en fait nous, dans 10 ans, c'est qu'il aura besoin de ce socle de savoir-faire, de savoir bien sûr, mais qu'il le mettra au service de la relation individualisée, empathique avec chacun des élèves, pour aller chercher ceux qui décrochent, que l'IA ne peut pas aller chercher. L'IA, c'est peut-être le meilleur des professeurs, mais c'est pas la nourrice des élèves. Alors je dis pas que les professeurs vont devenir des nourrices, bien sûr, mais ils auront une sorte de rôle de coach finalement. Le coach, c'est pas quelqu'un qui est totalement désintéressé du sujet qu'il coach, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la forme plutôt, qui ajoute une forme sur un fond. Alors aujourd'hui, on a des enseignants qui manquent de temps, avec des classes surpeuplées, sont obligés de délivrer un fond
commun au plus grand nombre. C'est-à-dire que les meilleurs ou les plus mauvais de la classe, enfin ceux qui ont le plus de difficultés et les meilleurs sont forcément mis un peu de côté parce qu'il faut aller au rythme de la majorité. Avec l'intelligence artificielle, on pourra s'adapter au rythme de chacun, mais il faudra quand même un humain pour mettre du lien là-dedans, et ce sera le rôle du professeur à notre avis. Alors, sur tous les métiers comme ça, alors c'est très léger, là, c'est vrai que je me rends compte que ça fait quelques minutes qu'on parle un peu sérieusement, mais ce sont des sketchs qui durent 5 à 7 minutes, où chacun des métiers vient sur scène, on est en 2034, et il raconte ce qui lui est arrivé en 10 ans. Donc c'est très léger, ça dure 7 ou 8 minutes. Bien sûr, la forme est légère, mais dans le fond, il y a ce genre de réflexion pour chacun des métiers. Et c'est vraiment très intéressant. Alors, bien sûr, l'IA, on peut se rassurer avec le fait que l'IA n'aura jamais ces neurones miroirs que nous avons, et ce qui nous permet, en effet, d'être dans l'empathie et dans la compréhension de ce qui se passe chez l'autre, pour l'autre, en l'autre. Néanmoins, ça suscite aussi cette réflexion, à savoir que on court sans cesse avec toutes ces nouvelles technologies, avec toutes ces choses que l'on développe vers l'ultra-performance. On est de plus en plus performant, on cherche à faire toujours plus, toujours mieux, en toujours moins de temps. Et finalement, quand on voit la manière exponentielle dont évoluent les choses, et encore plus avec ces technologies qui se démultiplient toujours de manière plus performante, encore une fois, on peut se demander, d'accord, mais à quoi bon en fait ? C'est-à-dire, demain, on sera d'autant plus performant avec une IA qui va nous accompagner, avec de l'humain qu'il faut remettre, et c'est là où notre rôle sera sûrement encore, mais pourquoi ? Alors, on a commencé par l'intelligence artificielle dans les grandes tendances de fond qui vont impacter l'avenir des métiers, parce que c'est évidemment le premier réflexe qu'ont la plupart des spectateurs et du grand public. Mais il y a beaucoup d'autres tendances de fond, et notamment une qui va contredire un peu ta crainte. On a notamment un changement de rapport à l'emploi, au travail, des jeunes générations. Alors, je ne vais pas faire le coup depuis 2020, mais il y a quand même quelque chose de très singulier depuis maintenant quelques années. Et même c'est déjà même avant. Oui, mais chaque génération a l'impression que les jeunes ont se distancé du travail. Je ne sais que ça, et on connaît le texte qui a maintenant quelques milliers d'années avec un vieux philosophe grec qui parlait des jeunes qui étaient fainéants et qui n'avaient aucun rapport au travail. On a l'impression qu'il a été écrit avant-hier, en fait il a 3000 ans. Mais d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a cette tendance de fond qui est, pour chaque génération, d'oublier qu'elle fut elle aussi jeune et qu'elle avait aussi d'autres attentes que celles qu'elle a quand elle a 20 ans de plus. Mais en dehors de ça, on voit bien qu'il y a quand même une marque très forte depuis, on va dire, depuis 2020 pour faire court, qu'on pourrait d'ailleurs expliquer, mais on voit qu'il y a vraiment une prise de distance des jeunes générations. Alors on peut mettre plein de choses dessus, on peut parler des générations, on peut leur donner des lettres, des chiffres en grec ou en français, mais on voit bien que les jeunes générations ont une distance plus grande vis-à-vis du travail, de la place du travail, pour plein de raisons différentes. Et donc, on n'est pas toujours dans une recherche de plus grande performance. Justement, l'intelligence artificielle peut aussi se mettre au service de métiers qui ont plus de sens. Je prends un exemple. Dans la banque, il existe déjà des IA, des intelligences artificielles, qui sont capables de calculer les demandes de financement de crédit des particuliers et des professionnels en un claquement de doigts quand un humain met une semaine. Ça existe déjà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour l'instant, elles assistent les banquiers. Il ne faudra pas 10 ans avant qu'elles les remplacent. Bon, c'est un autre sujet. Mais pour être tout à fait honnête, quand on parle avec beaucoup de banquiers, on en connaît beaucoup, nous, dans notre métier de recruteur, moins de comédiens, mais de recruteurs, on en fréquente beaucoup. Ils nous le disent. La plupart de leur métier, qui était un métier de tableau croisé dynamique, où on croisait des bilans avec des relevés bancaires, ce n'était pas la partie la plus passionnante. Donc, clair. Ils se libèrent de cette partie-là, qui était une partie nécessaire, mais très clairement pas épanouissante. D'ailleurs, la plupart des gens qui se détournaient de la banque à un moment donné, c'était cette partie-là. Pour se tourner vers une partie infiniment plus riche et plus intelligente, qui est d'aller au contact des entreprises, des entrepreneurs, de discuter avec eux, de comprendre leurs projets, et d'intégrer ces interviews-là, ces réflexions-là humaines, dans le calcul de l'ordinateur, pour savoir effectivement si, au-delà du bilan comptable, le projet de cet entrepreneur et de cette entreprise est porteur. Et ce qui est vrai pour les banquiers est vrai pour beaucoup d'autres métiers. On est aussi en train de décharger de la partie la plus avilissante des métiers sur l'IA, pour réserver à l'humain les parties les plus passionnantes, les parties d'empathie, les parties humaines, la relation à l'autre, tout ce qui nécessite l'entrain humain. Vous savez, on parlait tout à l'heure de ce que l'IA peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Ce qu'elle ne peut pas faire, déjà, c'est s'adapter aussi vite qu'un humain. Sur l'adaptation, l'humain a des millions d'années d'avance. Le cerveau humain a des millions d'années d'avance. Ça fait bien longtemps qu'il s'adapte, lui. Voilà, exactement. Et donc, l'IA, elle n'est pas encore capable de s'adapter. Donc, que ce soit l'adaptation, l'empathie et beaucoup d'autres sujets comme la relation à l'autre, ça, ce sont des sujets qui feront l'avenir des métiers de demain, déchargés de la contrainte, de la partie la plus frustrante, qui était une partie de calcul. Par exemple, dans la banque, mais c'est vrai aussi dans d'autres métiers. Donc,
je veux pas faire peur aux gens, au contraire. Et c'est ce qu'on explique. Il y a du bon, de toute façon, il y a du bon et du mauvais dans tout. C'est ce qu'on il y a explique. du bon. C'est ce qu'on explique dans Tous recruteurs, c'est qu'en fait, évidemment, quelques métiers disparaîtront. Mais il y en a énormément qui vont se créer, beaucoup plus. C'est ce qui s'est passé sur toutes les années qu'on a vu précédemment. C'est le truc tout bête. L'exemple que j'ai souvent, c'est les personnes qui me disent regardez, au supermarché, on a de moins en moins de caissières. Oui, d'accord. Mais on a de plus en plus de machines ou de caisses, je sais plus comment on dit là, mais où on fait tout soi-même. Mais du coup, il faut des gens pour travailler sur ces machines, pour les remettre en route, pour s'assurer qu'elles fonctionnent bien. Et puis, on détruit des emplois, mais on en crée d'autres. Regardez l'exemple de l'hypermarché que vous citez. On a effectivement des caisses automatiques sur lesquelles effectivement maintenant on peut se permettre de ne plus passer par un humain, et tant mieux parce que c'était pas le métier le plus intéressant d'être à la caisse. Bon. En revanche, on a de plus en plus de rayons traditionnels. On peut avoir maintenant des traiteurs, des poissonniers, des boulangers, des charcutiers qui sont des hommes et des femmes dans le point de vente et qui ont transformé un supermarché en magasin dans lequel il y a une relation de commerce entre le boucher par exemple et le client. Donc on avait à l'époque un modèle économique de supermarché où il fallait rationaliser les prix au maximum parce qu'il fallait bien faire supporter la masse salariale des caissières, qu'on a transféré sur les robots, disons-le comme ça, ce qui permet de dégager de la masse salariale pour le mettre au service de la relation commerciale avec des individus désormais qui font acte de commerce avec vous. Et c'est vrai que dans un hyper aujourd'hui, on est beaucoup mieux servi qu'il y a une dizaine d'années parce qu'on a des gens qui sont là pour ça. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres métiers. Donc finalement, effectivement, ça détruit des métiers. Ça pose d'ailleurs la question de savoir si les gens dont les métiers sont détruits sont adaptables, et c'est tout le sujet de la formation. Mais en tout cas, si on regarde et qu'on prend 10 ans, c'est pour ça que nous, Tous chômeurs se passe en 2034, pour gommer les effets d'adaptation, dans 10 ans, les métiers s'étant adaptés, les gens s'étant adaptés, on se rend compte que dans beaucoup des métiers qu'on a étudiés, ceux qu'on décrit dans la pièce et puis les autres, on a un certain nombre de métiers qui sont beaucoup plus intéressants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc si j'entends un peu ce vers quoi tu me guides, c'est de dire que finalement cette IA, elle a tout à fait la possibilité de se mettre à notre service pour qu'on puisse déléguer à cette IA les tâches qui sont assez peu réjouissantes, assez peu agréables à effectuer, pour nous concentrer sur des choses qui nous apportent de l'épanouissement. Oui, je prends encore un exemple. Si on prend l'avocat, par exemple. L'avocat, aujourd'hui, il passe parfois plusieurs semaines, en tout cas plusieurs jours et parfois des semaines, à croiser le code civil avec les dossiers de son client pour essayer de trouver peut-être la jurisprudence, peut-être le vice de procédure qui va le faire acquitter. Bon, ça prend des semaines, ça prend des jours sur des dossiers compliqués. L'IA le fait d'un claquement de doigts. En revanche, l'avocat aujourd'hui qui a moins... Et d'ailleurs, ce que je vous décris là, c'est-à-dire des IA dans les cabinets d'avocats... C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que les plus grands éditeurs de logiciels juridiques ont déjà annoncé en 2024 la mise sur le marché d'IA qui ont cette vocation. Bon, alors on n'est pas tout à fait à ce que je décris, c'est-à-dire le claquement de doigts, mais si on se projette à 5 ans, c'est certain que ce le sera. En revanche, l'avocat, il faudra qu'il aille chercher dans ses interviews avec son client, dans ses discussions également avec les tenants et les aboutissants. Les subtilités et les nuances qui ne sont pas faisables pour cette IA. Bien sûr, il va falloir qu'il aille chercher des informations que l'IA ne peut pas trouver sur des bases de données. Il va falloir qu'il convainque le jury ou les jurés, et ça évidemment c'est un métier d'homme. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y aura une transposition d'une partie de ces métiers qui ne vont pas du tout disparaître. Il n'y aura pas moins d'avocats. Il y aura des avocats sur lesquels la partie humaine du métier sera essentielle, et la partie technique, recherche juridique sera un peu reléguée à des IA qui le font très bien. En tout cas, c'est vraiment très intéressant et j'espère que nos auditeurs en ont conscience. On va continuer cet échange dans quelques instants, mais on va faire une petite pause musicale avant et on va s'écouter tout de suite Celui qui part de Joseph Kammer. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Me revoilà, on s'est écouté Celui qui part de Joseph Kammer. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Speed Radio. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur mon émission Les Coups de cœur théâtraux, dans laquelle je vous retrouve tous les jours de 18h à 19h en direct de la station Namas Rio pour vous partager le fruit de mes échanges en micro-trottoir dans les rues d'Avignon durant ce festival. J'y reçois également des invités en tout genre et justement, je suis toujours en compagnie de Thierry Bismuth, qui est metteur en scène du spectacle Tous chômeurs, point d'interrogation, qui se joue tous les jours à 14h25 au Théâtre de l'Ange et ce jusqu'au 21 juillet sans relâche. Ça va toujours ? Parfait, on passe un super moment. Eh ben, c'est un moment qui est partagé. J'adore, on discutait justement des métiers
qui étaient voués bien sûr à être les plus touchés par l'évolution des choses, à être les plus changeants. On parlait d'IA, on parlait de comment l'IA a un impact fort, qui a un impact qui peut nous faire peur, à savoir faire disparaître toutes les choses pour lesquelles on sert à quelque chose. Mais finalement non, l'IA a aussi bien sûr un rôle qui est très bénéfique. Oui, effectivement, d'amélioration du quotidien dans l'ensemble des métiers. À partir du moment où on mettra une IA sur les métiers à faible valeur ajoutée, eh bien, comme on l'a vu avec les caisses tout à l'heure, où on en a parlé également dans la banque et dans beaucoup d'autres métiers, ça libère du temps d'intelligence, du temps de créativité, pour que les humains, dans ces métiers-là, puissent accorder plus de temps aux clients, aux collaborateurs, aux apprenants, aux malades également. Hein. On n'a pas parlé encore des métiers de santé, mais l'IA, elle fait aussi des miracles dans le domaine de la santé. Quand on voit qu'il y a désormais des assistants chirurgicaux qui permettent d'assister le chirurgien pour opérer à distance, ça existe déjà, ça s'appelle Da Vinci, ça existe depuis 2014, alors ça coûte encore un peu cher, c'est pour ça qu'on n'en voit pas partout. Mais ça existe depuis déjà 10 ans, et on voit bien qu'au rythme auquel les technologies se développent, dans une dizaine d'années, ils feront une bonne partie des opérations bénignes. Eh bien, ça libère évidemment du temps de médecin, et on sait à quel point on en manque, du temps de spécialiste, on sait à quel point on en manque, pour aller justement sur des opérations ou sur du complément d'intervention qui sera encore inaccessible à l'IA. Donc, par exemple, sur la santé, ça va libérer du temps de spécialité. Et ça, dans beaucoup par exemple, déserts médicaux, ce sera génial d'avoir d'abord plus de disponibilité des médecins et d'avoir des chirurgiens qui pourront aussi téléopérer à distance. C'est incroyable. Oui, donc c'est pour ça que quand on dit tous chômeurs, vraiment on s'en amuse. C'est-à-dire que ce qu'on décrit là sous la forme de sketch, bien sûr, parce que on est quand même à Avignon et on veut que ça reste léger, c'est quand même d'expliquer que ces métiers vont gagner en richesse. Et c'est évidemment pour ça que je disais en préalable que la pièce dit l'inverse de ce qu'elle sous-entend au départ. Quand on dit tous chômeurs, on a l'impression qu'on est en train de décrire un destin funeste. En fait, c'est l'inverse. On explique à travers ces sketchs à quel point les métiers seront plus intéressants dans une dizaine d'années qu'aujourd'hui. Encore faut-il accepter le changement, s'y préparer. Et c'est tout ça, effectivement, qui est un enjeu essentiel dans les années qui viennent. On sait à quel point le changement, ça fait peur. L'inconnu fait peur. Et en ce moment, la peur, c'est quelque chose qui est très présente au vu des circonstances et du contexte actuel. Aujourd'hui est vraiment, en plus, un jour fort dans ce contexte particulier. Alors oui, c'est vrai. Alors d'une manière générale quand même, notons que ce que nous décrivons là comme l'avenir des métiers n'est pas impacté vraiment par les changements, par exemple, politiques à court terme. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans les prochaines heures, dans les prochains mois, les tendances de fond, par exemple le rapport des jeunes au travail, l'intervention de l'IA, le télétravail ne sera pas impacté durablement. C'est-à-dire que le contexte politique peut ralentir ou accélérer à la marge les tendances de fond, mais l'emploi et les métiers, eux, de toute façon, ils ont cette tendance-là et ils seront à peine ralentis par le contexte. Donc, tu dirais que c'est quoi qui est le plus impactant, justement, sur le changement de ces métiers ? En fait, les technologies vont très vite, elles vont même trop vite. Je relisais le deuxième ouvrage du patron de Doctolib. Il a écrit un bouquin il y a 3 ans qui s'appelait, j'ai peur d'écorcher son nom, le nom du livre, La guerre des intelligences. Et où il racontait effectivement l'intelligence humaine versus ChatGPT. Et il expliquait à l'époque qu'il expliquait des évolutions à 10 ans. Bon. Il a réécrit un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle ChatGPT va vous rendre immortel, où il s'excuse, c'est le préalable. Et il dit je m'excuse, ce que j'avais prévu pour dans 10 ans a déjà eu lieu en 3 ans. Donc les technologies vont extrêmement vite et c'est une bonne nouvelle, encore une fois. Là, j'ai basculé du côté clair de la force, c'est une excellente nouvelle et j'ai expliqué pourquoi. Ce qui par contre prend du temps, c'est leur adoption par l'humain. Et donc effectivement, ce qui va avoir le plus d'impact, c'est pas tant le développement des technologies. On peut déjà faire des choses incroyables. Vous savez, sur tous chômeurs, alors chaque consultant vient avec son texte. Donc il y a notamment une dizaine de métiers qui passent, mais il y a aussi beaucoup d'autres textes. Par exemple, l'une des consultantes du réseau, je dis consultante parce qu'on est consultant avant d'être comédien, on en reparlera. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, on parle d'un spectacle qui n'est pas joué par les comédiens. Leur rôle premier étant d'être des recruteurs et des conférenciers. Il est écrit et il est joué uniquement par des professionnels du recrutement, membres du réseau Odyssée. Donc, ce qu'on perd, je le crains, en talent de comédie, j'espère qu'on le gagne en crédibilité sur le contenu. Je n'en doute pas. mais l'un des sketchs, disons-le comme ça, c'est pas toujours des sketchs, c'est pas toujours drôle, mais l'un des 7 qui dure 5 minutes est un poème écrit par une IA. Et c'est bluffant d'émotion. Et on est déjà capable, avec des IA aujourd'hui, d'écrire des poèmes qui sont bien meilleurs. Alors, je ne vais pas citer les grands auteurs, mais enfin bien meilleur que ce qu'on peut essayer de faire par ailleurs quand on est un humain et même quand on a une jolie plume. Et d'ailleurs, elle le dit, elle joue d'abord ce poème et ensuite elle dit voilà, ce poème que vous avez aimé, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est une IA. Justement pour sensibiliser le spectateur sur ce qu'il y a de beau aussi dans l'IA et dans sa capacité de création.
Alors après, on pourrait dire que l'IA, c'est l'un des meilleurs, va devenir demain peut-être l'acteur le plus compétent, l'acteur qui sait le plus faire semblant, puisque s'il est capable de transmettre des émotions, en réalité, il ne les ressent pas. Ou en tout cas, aujourd'hui, on ne parvient pas à... Alors, j'ai spoilé le spectacle encore. C'est marrant ce que tu dis, parce que Sacha Guitry dit quelque chose de très beau. Il dit exactement ça, mais il parle d'humain. Il dit, vous savez, le talent du comédien, c'est de faire ressentir au spectateur une émotion qu'il ne ressent pas lui-même. Et il ne parle pas d'une IA, il parle d'un humain, il parle des comédiens. Le rôle du comédien, c'est de te faire ressentir une émotion, de la joie ou de la peur ou de la tristesse, alors que lui-même, en le jouant, n'est pas censé les ressentir, en tout cas pas à chaque fois. Donc, ce qui vous fait peur chez l'IA, sa capacité à faire ressentir une émotion qu'elle ne ressent pas, c'est déjà le cas du comédien aujourd'hui, en tout cas. Je ne dis pas que les comédiens ne ressentent pas les émotions qui les traversent, mais enfin, quand on a joué 100 fois une pièce, peut-être elle nous émeut moins que la première fois. Alors, donc du coup, deux choses. La première, c'est de dire que c'est déjà le rôle du comédien de faire ressentir des émotions qu'il ne ressent pas. C'est pas l'apanage de l'IA. Et d'ailleurs, je pense, c'est mon point de vue cette fois-ci, que l'IA ne sera pas capable de nous faire vraiment ressentir des émotions. J'ai dit qu'elle savait écrire des poèmes, j'ai pas dit qu'elle savait les interpréter. Tout à fait. Et il faut bien un humain pour interpréter le texte. Et c'est peut-être, à mon sens, ce qui le rend émouvant. Il peut être lu par un humain qui en ressentira une émotion. Il peut être lu par le spectateur ou par le comédien. Et dans les deux cas, finalement, et dans les deux cas, c'est l'humain qui va ressentir s'il le lit ou faire passer s'il le joue l'émotion, mais je ne suis pas sûr, en tout cas de ce que j'en vois aujourd'hui et de ce que j'en vois à court terme, que l'IA puisse être interprète. Ouais. T'imaginerais une compagnie qu'avec des intelligences artificielles qui viendraient présenter une pièce à Avignon construite que par l'IA? La question c'est, est-ce qu'on serait pareillement ému, sachant que celui qui veut nous faire passer l'émotion est un robot, ne ressent pas cette émotion-là, ou en tout cas ne peut pas. C'est ça la question en fait qui n'est pas tranchée aujourd'hui parce que ça n'a jamais eu lieu. C'est est-ce qu'un robot est capable de me faire pleurer? Il est capable d'écrire des textes qui, interprétés par un humain, me font pleurer. Est-ce qu'il est capable de me faire pleurer ou faire rire d'ailleurs, on verra. Mais ça, c'est une question qui se pose. Je pense, moi, en tout cas, que l'un des rôles de l'humain encore, ça sera justement, je parlais tout à l'heure d'empathie, d'empathe, que l'humain gardera ce rôle de lien entre eux. C'est-à-dire que, on a beaucoup parlé des technologies, mais les technologies pourront aider à construire du contenu. Elles pourront aider à être créatifs. J'ai parlé tout à l'heure du poème, il y a d'autres exemples. Mais en revanche, pour transmettre de l'émotion, pour faire ressentir de l'émotion, j'espère, je pense, qu'il faudra toujours un humain qui pose un regard ou un mot empathique sur un autre humain. Ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est quand même que chez l'humain, sa capacité. Ce qui est incroyable, c'est sa capacité à se poser des questions, à voyager au travers de son imaginaire pour tenter d'y répondre et d'explorer ce monde dans lequel il vit. Et mine de rien, j'ai l'impression que toutes ces technologies, notamment l'IA, sont des moyens aujourd'hui de trouver des réponses, parfois, ou en tout cas de trouver quelque chose pour combler tous ces vides laissés par des questionnements que l'on a. Mais je me dis, en tant qu'humain, est-ce que ce n'est pas là aussi vivre que de se poser des questions auxquelles on n'arrivera jamais à répondre? Si demain on répond à tout, ou si demain on a une IA qui nous conforte dans tout, à quoi on va dédier notre temps? Vous savez, l'avantage de la science, c'est que plus elle avance, plus elle se pose de questions. C'est-à-dire qu'en fait, plus la science avance, plus des mystères émergent. J'ai pas l'impression qu'on en sache. J'ai pas l'impression qu'on ait refermé beaucoup de portes en 2 siècles de science. Je crois à l'inverse. En fait, à chaque fois qu'on a avancé, on s'est posé de nouvelles questions. On pensait que la Terre était le centre de l'univers, et puis que ce fut le Soleil, et puis finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des galaxies, et puis qu'en fait il y en a des milliards de galaxies. Et à chaque fois qu'on avance dans la science, de nouvelles questions se posent. Je pense qu'on est encore très 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 loin d'avoir une forme d'intelligence humaine, IA collective, qui nous permette de refermer ces portes-là. Je crois au contraire que ça va accélérer la curiosité humaine. Parce que plus l'IA nous ouvrira de portes, c'est vrai pour la science du vivant, c'est vrai pour les étoiles, c'est vrai pour beaucoup de choses, mais aussi pour les sciences sociales. Plus les technologies ouvriront de portes, plus ça alimentera notre curiosité, ça appellera plus de questions et paradoxalement pas tellement plus de réponses. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de ce spectacle? J'ai pas besoin qu'ils disent qu'on peut être nominé au Molière, c'est pas mon enjeu. J'aimerais que les gens qui en sortent se disent que finalement ils en sortent avec matière à réfléchir. On n'apporte pas de réponse. Qui pourrait apporter des réponses sur ce que sera l'emploi dans 10 ans? C'est vrai que nous sommes des professionnels, que c'est 200 personnes qui ont réfléchi sur le sujet, dont c'est le métier à temps plein dans l'année d'en faire des formations, des conférences et des recrutements, tout simplement. Notre premier métier, c'est de recruter pour nos clients. Mais pour recruter convenablement, nous faut-il encore se poser ce genre de questions?
parce qu'on recrute évidemment des gens qui ont vocation à rester dans les entreprises, et pour qu'ils restent, il faut qu'ils soient adaptables aux évolutions de l'entreprise. Et qu'ils s'y plaisent, qu'ils soient au bon endroit. Voilà, donc il y a toutes ces questions effectivement qu'on se pose toute l'année, donc évidemment on essaie d'anticiper, mais évidemment on n'a pas de réponse formelle, c'est un point de vue, et on espère que les spectateurs sortant de là d'abord auront un peu souri, ils auront passé une heure agréable, mais aussi et surtout qu'ils se diront tiens, j'avais pas vu l'avenir de mon métier comme ça, soit que je le voyais trop sombre et que du coup ils m'ont donné matière à espérer, soit que je ne voyais pas comment les évolutions technologiques et autres sociétales pouvaient l'impacter et que maintenant je commence à comprendre. Et donc on aimerait que finalement reste de la pièce la matière à réflexion qu'ils ramèneraient d'Avignon et du festival dans leur entreprise, dans leur quotidien. Voilà, c'est un peu ça l'ambition qu'on a. Très bien, merci beaucoup. On va... comment dire... Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se disent ? C'est une question que je pose souvent. C'est aussi une question que je pose directement aux spectateurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit de cette pièce, de ce spectacle qui s'est joué ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et donc tous les jours, je partage un petit peu le fruit des réponses que j'ai obtenues à cette question. Mais aujourd'hui, je vais vous partager encore autre chose, puisque bien sûr, en arpentant les rues d'Avignon, je croise beaucoup de spectateurs, mais je croise aussi tout type d'acteurs. Et quand je dis acteur, c'est pas l'acteur, le comédien, mais tout type d'acteurs sur ce festival. Et on a des diffuseurs, on a des producteurs, on a des chargés de production. Et c'est justement des personnes que j'ai croisées il y a quelques jours dans les rues d'Avignon. On va s'écouter tout de suite mes échanges avec Jérémy et Axel. Mais avant cela, je vous partage aussi le nom du titre qu'on va s'écouter dans la foulée, qui est « Je suis fou » de Vianney Soprano et Kenji Girac. À tout à l'heure. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio. Vous êtes toujours sur Speed Radio, on s'est écouté il y a quelques instants Je suis fou de Vianney Soprano et Kenji Girac. Je suis Marion et vous êtes dans mon émission Les coups de cœur théâtraux. Pour rappel, durant ce mois, vous avez la possibilité de gagner un iPhone 15. Pour cela, il vous suffit de jouer à notre jeu par SMS en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Pour jouer, c'est simple, envoyez Speed par SMS au 7 14 15 et répondez à la question par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Je suis toujours en compagnie de Thierry Bismuth, metteur en scène du spectacle Tous chômeurs, point d'interrogation. Tout va toujours bien ? Parfait. Bon, juste avant de vous laisser sur une pause musicale, je vous expliquais que dans les rues d'Avignon, je croise bien évidemment des spectateurs à qui je pose cette même question que j'ai posée à Thierry, à savoir, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent, qu'est-ce que vous vous êtes dit surtout de ce spectacle, mais je croise aussi d'autres personnes dans les rues, à savoir notamment des chargés de production, et justement, je vous partage mon échange avec Jérémy et Axel. Bon, toujours en direct des rues d'Avignon. Et là, je viens de croiser Jérémy et Axel, qui sont donc chargés de production, c'est bien ça ? Oui, on est chargés de production tous les deux au bureau du Classique, voilà. Ok, pour quel spectacle ? Alors, on est pour le spectacle Jeune fille cherche maison douce où pratiquer son piano, voilà. Chouette. De quoi ça parle ? Alors, ça parle de sororité, d'amitié intergénérationnelle, voilà. Ça parle des femmes qui ont mené des combats pour les femmes pendant toute leur vie. Pendant toute leur vie, voilà. Et donc c'est un spectacle avec une contrebassiste, Claire Mazard, et une pianiste du coin, qui est locale, Suzanne Atterton, qui est au Conservatoire d'Avignon également. Et donc elles vont vous raconter avec douceur, tendresse et beaucoup d'humour également l'histoire de femmes, voilà, une plus âgée et une plus jeune. La plus âgée est décédée malheureusement récemment et elle revient miraculeusement à la vie quand la jeune femme se retrouve dans son ancien appartement pour gérer un peu les petites histoires de post-mortem, de décès. Et donc voilà, on est ravis déjà de proposer cette création pour le Festival d'Avignon. Elle n'a pas été produite encore autre part. Cette création, elle est coproduite également par Apple Pro Productions. On joue au Théâtre au Coin de la Lune, dans le quartier de la Luna, tous les jours à 13h05, sauf les jours de relâche le jeudi. Et donc on est ravis d'accueillir le public pour notre 3e demain. On a déjà fait 2 salles quasiment pleines. Et comment ça s'est passé ? Alors ça s'est très bien placé. On a eu de très bons retours. On a été sélectionné comme coup de cœur de la Provence. Voilà. Chouette. Et donc, félicitations. Beaucoup aussi de retours presse. Et donc ça fait très plaisir de proposer ce spectacle qui est, je pense, d'actualité, avec des références musicales, parce qu'elle revisite dans ce spectacle le matrimoine de la chanson française. Des références comme Dalida, Anne Sylvestre. Moi je veux voilà. mourir sur C'est scène. ça. Et non pas dans la scène, je viens de Paris, donc
en ce moment, c'est vraiment tout le sujet. Non, c'est ça. vraiment chouette. Et donc je pense que c'est un spectacle qui peut vraiment parler aux générations d'avant et aux générations de maintenant, parce qu'il y a des belles références musicales déjà, et puis c'est des sujets d'actualité. Et le combat des femmes s'adresse à tout le monde, je pense. Donc on réserve ce spectacle pour un grand public. Il est préférable peut-être d'apporter ses enfants à partir de 8 ans pour qu'ils puissent comprendre un peu plus facilement. Voilà. Ok, ça marche. On va le rappeler. Donc à partir de 8 ans, de préférence, pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et du coup, là, vous prospectez. C'est ça, là on est en train de faire vous aussi, des gens dans du flyer. On distribue des flyers pour rameuter du monde à notre pièce. Donc c'est toujours un plaisir d'avoir des échanges dans la rue, comme avec vous actuellement. Voilà. Et donc ça marche plutôt bien. Et même nos petites affiches que vous pouvez voir un peu aux quatre coins de la rue, qui ressemblent à une petite affiche, une annonce pour chercher une maison douce ou pratiquer son piano. Très chouette, je la vois, elle est toute fleurie, toute pleine de couleurs. Comme vos t-shirts, les tenues sont superbes. L'affiche provient du t-shirt d'ailleurs. On a commencé, on est d'abord par le t-shirt et ensuite l'affiche. D'accord, c'est original. Bon, et écoutez, je vous souhaite de bonnes balades, de bonnes promotions. Merci. Bon courage à vous parce qu'il commence à faire chaud. Il fait chaud, il y a du soleil. Il fait très chaud effectivement, donc on va essayer de beaucoup s'hydrater. Buvez de l'eau à ce festival d'Avignon, c'est important, hydratez-vous. Tout à fait. Merci Jérémy, merci Axel, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors voilà, c'était Jérémy et Axel. L'affiche de du spectacle qu'ils proposent est une annonce. Je pense que les annonces, ça te parle bien, puisque, rappelons-le, ce spectacle est joué par de vrais recruteurs. Ce ne sont pas des comédiens. Dans la vie de tous les jours, ils sont recruteurs. Alors comment tu les as convaincus de jouer ce spectacle ? Oui, effectivement. Alors, le métier des consultants, c'est évidemment... Le métier des consultants, c'est évidemment toute l'année de faire des recrutements pour nos clients. Et comme effectivement, je leur ai demandé de penser l'avenir de l'emploi, les valeurs d'entreprise, chacun d'entre eux a produit un texte. Et c'est pour ça d'ailleurs que le spectacle va se renouveler pendant tout le festival. C'est-à-dire que tous les 3-4 jours, j'ai 4 ou 5 nouveaux consultants qui viennent relayer les anciens et prendre leur place. Si bien que le spectacle s'appelle Tous chômeurs. Mais si vous venez 3, 4, 5, 6 fois, vous verrez quasiment jamais le même spectacle, parce qu'à chaque fois, ce sont les 5 ou 6 ou 7 consultants du jour qui viennent porter leur texte. Alors, on a par exemple un consultant chez nous qui est par ailleurs romancier, qui a écrit 3 romans, et qui vient expliquer notamment comment, à la lecture des CV, il met en rapport la lecture d'un CV avec l'écriture d'un roman. Comment est-ce que quand on décrypte un CV, on essaye de comprendre les zones d'ombre, on essaye de deviner ce qui est dissimulé, non pas pour disqualifier, mais pour interroger le candidat derrière. Et donc, il explique le rapport entre son métier de romancier et son métier de recruteur. On a également une ancienne danseuse de ballet qui vient sur scène, qui est une artiste, qui a été également plasticienne et qui vient jouer des textes qui parlent du métier de recrutement, mais qui les joue en dansant. Excellent. Et j'en ai comme ça, j'ai encore un Italien que tu verras peut-être demain si tu es là, qui est arrivé il y a 10 ans en France sans parler français. Il était géologue en Italie, il ne parlait pas un mot. 10 ans plus tard, il est DG d'une très grosse structure de plusieurs milliers de personnes. Et il vient raconter justement, d'une part, les difficultés qu'on a quand on est pourtant très diplômé à l'étranger, mais que les codes français, la langue sont des obstacles. Mais il vient aussi dire à tous les gens qui pensent que c'est impossible, que c'est possible. Bien sûr. Et qu'en 10 ans, il a fait ce que beaucoup pensent impossible. Donc vous voyez, ils viennent tous avec leur vécu, leurs expériences, et ils viennent les transposer. Alors évidemment, certains le font sous le fait de la comédie, d'autres de la conférence, enfin d'autres du drame, de la poésie. C'est toujours des sets de 5 minutes qui se renouvellent toutes les 5 minutes. Et donc, ils sont tous très fiers de venir, toujours très tremblants, parce que pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils montent sur scène de leur vie. Évidemment, on le fait en conférence, mais il y a une énorme différence entre venir raconter une expertise en mode conférence, c'est nous qui montons sur scène, et venir jouer un personnage. Même si on a écrit le personnage, ça n'est pas nous. On doit se tenir littéralement au texte qu'on a pourtant écrit, mais qui n'est pas évident à retenir. Et donc, il y a une très grande différence entre être un bon conférencier et être un bon comédien. Et donc, ils sont tous tremblants, mais tous très fiers. Et donc, pour terminer, une rencontre d'un recruteur avec quelqu'un qui cherche à se faire recruter, ça reste une rencontre avant tout, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. J'imagine que là-dedans, il y a la relation qui rentre en compte. Le recrutement doit beaucoup à l'amour. Et c'est vrai que lorsqu'on réfléchit au recrutement et au process de recrutement, il y a beaucoup de choses qu'on peut transposer à la relation amoureuse. Je ne peux pas en dire trop parce qu'il nous faudrait 1 heure de plus. Mais c'est vrai que dans le texte, notamment, on a beaucoup de textes qui parlent d'amour.
qui semble parler d'amour alors qu'en fait il parle de recrutement. Venez voir la pièce, vous comprendrez. Génial. Alors, on le rappelle, ce spectacle se joue tous les jours sans relâche à 14h25 au Théâtre de l'Ange et ce jusqu'au 21 juillet. Sachant qu'on peut voir tous les jours la pièce, ce sera jamais la même, ce sera jamais le même spectacle. Donc, tu sais quoi, je vais t'inviter tous les jours dans mon émission à 18h, comme ça on aura tout le temps de discuter et de toute façon ce sera jamais la même pièce. Voilà. Alors je te dis à demain. Mais alors, on va bientôt se dire à demain. Alors malheureusement pas avec toi, mais j'aimerais beaucoup. En revanche, s'il y a quelqu'un qui va vous dire à tout de suite, c'est bien ma chère Denise qui est arrivée. Bonjour Denise. Et oui, bonjour. Je viens d'arriver là et je bouscule les programmes de l'émission secrète de Denise Jardinière car j'ai une invitée exceptionnelle ce soir. J'ai hâte d'écouter tout ça. J'espère que nos auditeurs, je vais pas y arriver, nos auditeurs également. Surtout nous, on aura l'occasion de se retrouver donc demain à la même heure à 18h avec d'autres invités. N'oubliez pas que si vous n'avez pas pu écouter l'émission, vous pouvez la retrouver sur speedradio.net ou alors sur toutes les plateformes d'écoute. Bon, sur ce, ma chère Denise, je te passe le flambeau, le micro en ces JO qui arrivent. J'ai l'impression d'être à Koh-Lanta, c'est le flambeau. Non, c'est les JO. Ah oui, c'est les JO, bien sûr. Mais oui, bien sûr, olympique. la flamme. Mais oui, ça y est, on y est là. Bon, allez, j'arrête de t'embêter. Je cours dans les théâtres pour aller découvrir de nouveaux spectacles. Et sur ce, je vous embrasse et vous souhaite une belle soirée. À demain. Ciao, ciao.